Maculart a fêté ses 20 ans, le JT y était et vous dit tout sur le congrès. Avec le soutien de Remplax, l'application du remplacement médical. Avec le soutien de VOCA, le secrétariat IA pour l'ophtalmologie. Inhibiteur de la tyrosine kinase, où en est-on? Il y a 2 études en cours. Oui, bonjour. Il y a effectivement 2 laboratoires qui développent 2 molécules différentes. Les laboratoires sont Ocular Therapeutics et iPoint. Ils sont tous les deux dans des phases 3. Avec pour Ocular Therapeutics, le nom commercial sera Axpaxli et des résultats qui commencent à sortir à 1 an qui sont assez intéressants. Et pour Duravu des laboratoires iPoint, une phase 2 qui est intéressante et la phase 3 qui est en cours. Quelque chose qui, à mon avis, est vraiment très très intéressant. Pour la première molécule, l'un des critères de l'étude, c'est l'acuité visuelle. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est une prise de risque, effectivement. Ça a été validé par les autorités. En fait, ils ont 2 critères pour retraiter. C'est la baisse de vision ou l'apparition d'une nouvelle hémorragie. Mais dans leur étude, la première étude, il n'y a pas de critères OCT, ce qui est quand même assez étonnant. Mais voilà, c'est un choix, s'il est validé par les autorités, c'est un choix qui peut s'avérer payant. Est-ce qu'on va fonctionner comme ça, nous, en pratique, le jour où le produit est disponible, s'il l'est? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, dans cette étude, on compare la molécule à de la Flibercept. Les résultats, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins d'injections. Oui, clairement, le comparateur, c'est la Flibercept 2 mg. Il y a moins d'injections. Ce qui rend les choses vraiment compliquées, c'est les critères pour déclencher un traitement de secours qui ne sont pas forcément les critères qu'on aurait dans la vie quotidienne. Et on va regarder ça en détail quand on aura les détails. Pour la deuxième étude, sur l'autre molécule, on l'a comparée au 8 mg pour le coup. Alors pour la deuxième étude, effectivement, le comparateur est la Flibercept 8 mg, qui est quand même celui que l'on utilise le plus en routine actuellement. Mais en fait, ça dépend des pays. Donc les 2 études sont vraiment complémentaires. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut espérer de ces traitements? Je pense que si les efficacités se confirment à 2 ans pour les 2 molécules, on peut imaginer un changement de stratégie avec une injection tous les 6 mois. Pour beaucoup de patients, il faudra quand même les suivre pour définir quand il y a une récidive, de le retraiter sans tarder. Donc l'enjeu, ça va être le suivi en fait. Donc la fin du treat and extend tel qu'on le connaît? Éventuellement, oui, la fin du treat and extend, une sorte de PRN tous les 6 mois. Mais bon, on n'en est pas là. On va attendre les résultats finaux. On va analyser en détail les résultats pour voir si vraiment ça nous change complètement la façon de traiter les patients atteints de DMLA néovasculaire. Donc c'est prometteur, mais affaire à suivre. Exactement. Télangiectasie capillaire, quand est-ce qu'on fait un laser ou quand est-ce qu'on n'en fait pas? Oui, merci pour la question. En effet, on le fait quand il y a un œdème maculaire significatif qui semble lié finalement à cette télangiectasie capillaire, ce qui est le cas dans l'étude de l'UOMAC 1 qu'on avait conduit à Lyon. On montrait qu'on avait dans 2 tiers des OMD chroniques, c'est-à-dire traités depuis plus d'1 an, des télangiectasies capillaires, et que dans 84%, elles étaient responsables de l'œdème. Donc si vous avez des télangiectasies capillaires à plus de 750 microns du centre, il faut réaliser potentiellement un laser, parce que s'il y a atrophie, cette atrophie ne sera pas au centre de la fovea. Alors, si laser il y a 2 choix. Le laser classique qu'on connaît depuis les années 60 et le laser micropulsé. Quelles sont les différences et quand est-ce qu'on fait l'un, quand est-ce qu'on fait l'autre? La grosse différence, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que finalement, avec le laser conventionnel qu'on connaît, il y a ce risque d'atrophie post-laser qui arrive dans à peu près 33% des cas à 3 ans et qui va évoluer. Donc c'est un véritable risque et c'est pour ça qu'on s'éloigne du centre de la fovea pour faire ce laser. Et puis depuis une dizaine d'années, on a le laser micropulsé qui n'est pas encore très développé, j'ai envie de dire, pas trop utilisé encore par les ophtalmologistes. Et on a réalisé notamment une étude pilote à Lyon, qui est l'étude TelaShift, pour laquelle on a utilisé du laser micropulsé. Et on a un taux d'occlusion qui est très satisfaisant, à peu près à 62% à 1 an, mais au prix de 0 atrophie à 1 an. C'est énorme. C'est un bénéfice qui est réel par rapport au laser conventionnel.
Ça, c'est la première étude. Il y a une deuxième étude qui est en cours avec Telapulse. Quels sont les objectifs de cette étude? Alors Telapulse, c'est un PHRC national qu'on a obtenu fin d'année 2025 pour justement cette fois, en dehors de l'étude pilote où on a juste utilisé des patients, là on va randomiser les patients. Laser conventionnel versus laser micropulsé pour arriver d'une part à montrer et à comparer le taux d'efficacité, c'est-à-dire d'occlusion de la télangiectasie capillaire grâce à ces deux techniques laser et à regarder en parallèle la sécurité, c'est-à-dire le taux d'atrophie. Et si on arrivait à montrer que le micropulse est quand même très efficace et pas trop inférieur finalement au laser conventionnel, mais au prix de zéro atrophie, on pourrait peut-être imaginer un jour pouvoir traiter les télangiectasies capillaires qui sont à moins de 750 microns du centre et donc apporter une véritable réponse thérapeutique définitive à des patients qui aujourd'hui sont obligés d'avoir des injections intravitréennes à vie quand leur télangiectasie capillaire est très proche du centre. Donc on pourrait arriver à un laser micropulsé en première intention et si on n'est pas satisfait, revenir au laser classique? Exactement, à terme. Donc là, les inclusions vont, j'espère, pouvoir démarrer pour ce PHRC à partir de l'automne 2026 et on espère pouvoir d'ici quelques temps vous donner les premiers résultats. On sera là. Merci beaucoup. Des nouveaux traitements contre la DMLA et cette fois en collyre. Alors qu'est-ce que c'est que ce médicament? Merci. L'aganirsen, c'est un oligonucléotide antisens et qui existe déjà et qui est déjà utilisé dans la prévention des néovascularisations chez les patients qui ont eu une greffe de cornée. C'est une molécule qui bloque l'IRS1. Et l'intérêt, c'est de l'utiliser pour pouvoir, en complément des anti-VEGF habituels qui sont injectés dans l'œil, de potentialiser leur action et de diminuer la fréquence des injections. C'est-à-dire que les patients vont instiller ce traitement 2 fois par jour et en complément avoir le traitement anti-VEGF habituel. Et l'étude qui va commencer bientôt va rechercher de savoir si le fait d'instiller ce collier en complément des injections va pouvoir diminuer la fréquence des injections chez les patients qui sont traités et qui ont une DMLA. L'intérêt est de diminuer le fardeau thérapeutique des injections intravitréennes chez les patients qui ont une DMLA. 2 fois par jour, à la fois c'est beaucoup et puis à la fois c'est qu'un simple collier contre des injections. L'objectif de l'étude, c'est de montrer qu'on a un gain de combien de temps à peu près d'espacement? Alors ça, c'est une étude exploratoire de phase 2, donc on va étudier 2 doses différentes d'aganirsen et on va pouvoir étudier, voir quelle est la posologie la plus efficace. Et c'est l'étude est de 9 mois et c'est l'étude qui va nous montrer dans quelle mesure ce traitement va pouvoir permettre l'espacement des injections. Donc côté patient, quand est-ce qu'on pourrait espérer ça en clinique? En clinique, donc là, c'est l'étude de phase 2 qui va commencer, j'espère, d'ici la fin de l'année. Après, il y a 9 mois d'études. Ensuite, il faudra faire l'étude de phase 3. Et donc, ce n'est pas tout de suite, mais en tout cas, ce sont des perspectives très intéressantes. Et l'aganirsen existe déjà pour les colliers, pour les patients qui ont des risques de rejet de greffe. Et le traitement est indolore et sans effet secondaire. Et donc, ce traitement est potentiellement très intéressant. Mario, you talked about seeing at the molecular or cellular level. That's quite interesting in an ophthalmology congress, and you use AI to do it. So how come? Because I think the reason why we are going into science and are actually doing research is in order to understand what's going on and what's happening. And so this is why there are still so many open questions, and so I thought maybe we can leverage AI in order to understand what's actually going on and what is causing these kind of diseases and impairments. So this is the big underlying reason for that. Yeah. So basically, what did you find and how AI was helpful to do so? So first, what I found is if you, for example, look at diabetic retinopathy and you look what's happening in each individual cells, you see that there are many pathways which haven't been yet tackled by different drugs. Yeah. So, for example, when we look at Müller cells, we see actually that the JAK-STAT pathway, which causes like a lot of inflammation and decreases or increases apoptosis of cells, are actually very much impaired. And what we also found that linoleic acid pathway is very much impaired. So it means that there is an increase of leukotoxins which are
accumulating in the cells, which make the cells kind of toxic and also less resistant to insulin. Yeah? And this could also be a potential answer why, for example, fenofibrate works so nicely also in diabetic retinopathy patients. And another thing what we found is, for example, that of course water transport and lipid transport pathways are highly overexpressed in Müller cells and diabetic retinopathy. So this is really just a basis in order to understand what's going on, in order then to develop really very efficient drugs which may have a different mode of actions as the drugs we already have right now. So there's looking and there's modifying. You were mentioning modifying a protein to make it less detectable by the immune system. Yes, correct. So one of our projects was in order to understand why we see chororetinal atrophy in a part of patients undergoing Luxturna therapy. And our idea was that it's actually immune-driven. So we really wanted to understand whether this is possible. And actually we found that it's immune-driven, or it could be immune-driven. And then our next step was, okay, can we modify the wild-type protein in a way that it's not detected by the immune system? And we found that actually this is really possible without changing the function of the protein and without changing the 3D structure of the protein. We are actually able to de-immunize the protein in order to make it less visible to the immune system. And this is just kind of an idea which you could then, of course, enroll for future therapies or future gene therapies. Before you inject, you look at the wild type and see whether it has the potential to be immunogenicid, and if it is immunogenicid, you can kind of try to modify it, and then instead of injecting the wild type, really inject the de-immunized gene in order to produce a de-immunized protein for the future. The key part in changing a protein is maintaining the BLC similarity and the structure of the protein, like the folding and everything, and that's usually quite hard, but AI can be a way to do that. Exactly. So we can, whenever we can change one or two amino acids, and then again we predict how the protein is folded, and we predict how the functional site looks like and how the binding is. And so by every change you can really predict whether the protein, after it's changed, has the same function still. Eric, on est à Maculart, l'édition française. Franchement, elle n'a rien à envier à l'édition internationale, mais on se retrouve un peu plus en famille quand même. C'est ça, c'est tout à fait l'esprit de se retrouver en famille avec la grande famille de la Créteil Retina Team, de la Fédération France Macula et de tous les rétinologues français. C'est un peu notre fête de fin d'année avec un très haut niveau. Je suis vraiment toujours très impressionné par la qualité des communications. C'est bien rodé maintenant, on a le prix de la plus belle image qui est bien rodé, géré par Rossio. On a tout ce déroulé qui tient bien dans le timing. Avec, on voit que ça s'est professionnalisé. On est cette année à la 20e, c'est les 20 ans de Maculart. On a commencé la toute première en 2006. On a eu une année de rupture avec le Covid et c'est donc notre 20e Maculart. L'édition française, c'est vrai, n'a rien à envier sur le niveau des communications. Et puis c'est aussi surtout le plaisir, comme vous le voyez derrière moi, de se retrouver entre amis avant la fin d'année. Donc là, on le voit, une ambiance festive, buffet marocain et un anniversaire. C'est pas que les 20 ans de Maculart apparemment aujourd'hui. Il est vrai qu'on est nombreux. Et pour certains, ça tombe le jour de leur anniversaire. Donc dans l'esprit de la grande famille des rétinologues, on se retrouve en fait cet anniversaire tous ensemble, oui. Mis à part ce côté festif et sympathique, on a eu quand même, il faut le dire, de belles communications sur les innovations en intelligence artificielle et ce que ça nous apporte concrètement dans notre pratique. Des innovations en imagerie, on a vu l'apport de l'imagerie grand champ, et puis des innovations thérapeutiques. À part ces innovations, comment est-ce qu'on articule tout ça dans notre quotidien, dans notre pratique? On parle aussi des biosimilaires. Ce n'est pas une innovation, mais c'est une nouveauté qu'il nous faut intégrer dans notre pratique avec cette table ronde sur l'utilisation des biosimilaires. On le dit à peu près chaque année, mais l'année prochaine, l'édition internationale sera exceptionnelle. Ce sera, on l'espère, la plus belle de nos éditions internationales parce que ça s'articule, on a un partenariat avec la Macula Society et ça s'articule tout à fait dans la même semaine avec la Macula Society et Maculart. On espère le 13, 14, 15 juin 2027 un beau succès pour notre édition internationale. Le JT y sera. Merci beaucoup. Avec le soutien de Remplax, l'application du remplacement médical. Avec le soutien de VOCA, le secrétariat IA pour l'ophtalmologie.